Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Alors aujourd'hui, les décodeurs avec Hicham El Bayed, docteur en économie, maître de conférences, consultant, et je pourrais continuer beaucoup de choses sur la carte de visite de ce monsieur. Merci Franck. Bonjour. Hicham. Et très, puis on aura un nouveau décodeur tout à l'heure là qu'on va introniser. Je sais pas chaque semaine il y a du nouveau. Je sais pas ce qu'on va lui faire. Oui, petit à petit il y a du nouveau. Donc Ismaël Fahouri, CEO du groupe Agile et de Clever Cloud, donc quelqu'un qui connaît bien le numérique, qui connaît bien les réseaux, les architectures réseaux. Et ça tombe bien parce que on a deux sujets aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlera de l'université. Et c'est vrai que on a déjà parlé de cette réforme d'université il n'y a pas très très longtemps. Mais finalement, le fait de dire, de faire le constat qu'il y a de plus en plus de Marocains qui sont à l'université, mais que de l'autre côté, le bout du tuyau, les entreprises ont toujours autant de mal à recruter. Il faut quand même se poser la question. Ça crée une situation de paradoxe qu'il s'agit. C'est un paradoxe. Hein. Oui, c'est un paradoxe. Autant il y a un besoin, on peut se réjouir qu'il y ait de plus en plus d'étudiants. Et puis malheureusement, les diplômés ont du mal à trouver des emplois. Alors c'est important qu'on en parle. Et puis il y a l'IA qui arrive et on va en parler tout à l'heure. Parce que même si j'ai l'impression, moi, qu'on essaye d'oublier que l'IA va remplacer des métiers, mais c'est déjà le cas. Elle va en créer d'autres. Hein. Elle va en créer d'autres. Oui. Voilà, Ismaël Fahouri qui arrive dans le studio. Oui. Alors, est-ce qu'on peut l'applaudir ? Si tu veux, il est là. Bonjour. Alors Ismaël Fahouri, c'est sa première, il va s'asseoir tranquille. Pour commencer, vous savez qu'on est toujours, je le dis, asseyez-vous là-bas. Je le dis parce que c'est pas une nouveauté dans les décodeurs, mais on est toujours lié à l'actualité. Et souvent je vous demande d'intervenir sur l'actualité pour donner votre avis, votre commentaire à chaud, et notamment sur ce qui s'est passé hier à Safi, cette catastrophe avec ces intempéries, ces précipitations orageuses, cette crue, on va dire, qui a touché la ville de Safi, avec pour l'instant 22 morts et une trentaine de blessés, et ça va peut-être s'alourdir parce qu'on va retrouver évidemment des gens dans ces dégâts. Quel est votre commentaire tout d'abord, sur ce drame ? Nos pensées pour les familles et les proches effectivement des victimes. C'est malheureux. Mais ce qu'il faut dire, encore une fois, pour que nos compatriotes ne réagissent pas de façon zélée par rapport à ce qui s'est passé, peut-être il y a une faute humaine, une erreur humaine derrière. On n'a pas fait le job comme il se doit pour assainir, pour préparer effectivement le terrain, sachant que la météo nationale, en tout cas la direction de la météo l'a déjà dit, a prévenu les populations, etc. Donc on peut aller dans ce sens-là. Mais des engorgements, mais il faut dire que même dans des pays plus développés, en Allemagne, aux États-Unis, des crues comme ça, c'est une situation exceptionnelle avec une disproportionnalité, on va dire, par rapport aux infrastructures existantes, et donc ça peut arriver. Mais encore une fois, toutes nos profondes pensées aux familles et aux proches. Voilà, mais en tout cas, cette notion de climat est importante. Oui, absolument. Là, on a des pluies, on a toujours des épisodes de pluie comme ça qui touchent des douars souvent avec des petits ruisseaux qui deviennent des grandes rivières. C'est le dérèglement climatique, ça, c'est effectivement. Ismaël Fahouri, votre commentaire là-dessus, vous avez un... Oui, tout à fait, toutes nos pensées... on est citoyen, donc forcément, voilà, c'est ça. Donc il y a un vrai enjeu à pouvoir accompagner à la fois psychologiquement et pouvoir répondre aux premiers besoins des familles, et puis d'être tous en solidarité avec eux et de faire force commune dans ces épreuves-là. Voilà, exactement. On est avec vous. Si vous nous écoutez à Safi, on est avec vous, évidemment. Et pas que à Safi, Franck. J'entendais ce matin, même à Tétouan. Il y a aussi une situation peut-être moins violente, mais en tout cas, l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé qu'il n'y aura pas classe aujourd'hui. Effectivement, à Tétouan, comme c'est le cas aussi à Safi.
Donc c'est une situation dramatique, mais il faut savoir que par ailleurs, ça répond aussi à un besoin de stress hydrique dans des situations comme ça. On va dire le côté positif, c'est qu'on aura de l'eau. Oui. Allez, premier sujet, Cannes 2025, jour J-6. On a commencé la semaine dernière à jour J-10, et là on est à jour J-6, le Maroc sous haute tension numérique avec un point d'interrogation. Et on accueille pour la première fois Ismaël Fahouri, le patron du groupe Agel et de Clever Cloud. Moi, j'aimerais que vous présentiez Ismaël, parce que c'est la première fois que vous êtes là, donc il faut vous présenter auprès des auditeurs. Tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous autour de ce plateau. Vous direz ça tout à l'heure à 9h30. Parce que là, pour l'instant, ça vient juste de commencer. Donc, Clever Cloud et Groupe Agel, donc c'est une association sur le Maroc autour de 2 sujets. Le développement logiciel IA d'un côté et l'hébergement cloud souverain marocain. En ayant la direction de ce groupe, on a eu la vocation d'allier ces 2 expertises liées à l'applicatif pur, donc être orienté sur les cas d'usage et de redescendre jusqu'aux couches infrastructurelles qui viennent faire fonctionner l'ensemble de ces applicatifs et de pouvoir répondre sur l'ensemble de la chaîne de valeur du digital aux problématiques de souveraineté et d'usage inclusif. Donc c'est un sujet pour vous, ce sujet de Cannes jour J-6, le Maroc sous haute tension numérique. Tout à fait. Donc, c'est vrai, quand on a échangé, parce que, pour tout vous dire, on échange souvent le week-end pour cette émission du lundi, j'ai envoyé un message à Ismaël Fahouri pour lui parler de ce décompte de la Cannes, et lui, il m'a parlé d'architecture. Alors c'était intéressant parce que je me suis dit, là c'est important. Alors, vous êtes intéressé, Ismaël, un peu à l'avancée. Enfin, j'ai pas envie de dire que tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire la 5G, sur toutes les discussions qu'on peut avoir sur l'IA, toute la mise à jour, on va dire, du Maroc numérique, du Maroc digital, tout ça est là parce que on organise la Cannes et qu'on organise la Coupe du Monde en 2030. Parce que ça. Est-ce qu'on peut dire que le Maroc est un pays qui est à jour actuellement, évidemment dans sa dimension africaine? Alors, il y a deux sujets pour répondre à cette question. La première, c'est où en est le Maroc aujourd'hui par rapport aux autres pays africains, mais je pense qu'on a aussi un niveau pour pouvoir se comparer aux standards internationaux, et on n'a pas du tout à rougir. Les dernières semaines nous ont montré justement notre passage dans l'ère de la 5G. Il y a énormément de projets de passage vers le cloud, qui est un gros sujet pour la résilience des infrastructures et notamment à travers les différents applicatifs au service des citoyens. Et le deuxième sujet, c'est comment on peut pousser le Maroc vers sa volonté d'être un hub digital et qu'on puisse le coupler avec ces grands agendas, notamment autour de la Cannes, du chantier 2030 pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'on a les capacités pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? Et aujourd'hui, tous les signaux sont verts pour nous montrer que cette transformation digitale est possible, qu'elle est en cours. Mais là encore, il y a des sujets sur bien définir qu'est-ce que être prêt pour un événement tel que la Cannes. Vous nous direz ça tout à l'heure, puisque vous êtes un spécialiste, Hicham. Le sujet, il est d'actualité, et d'ailleurs, je crois la semaine dernière, ou peut-être la semaine d'avant, on parlait d'une grande rencontre, une grande conférence autour du cloud. Donc, ce que disait Ismaël à l'instant par rapport à cette résilience numérique, infrastructurelle, je crois que le moment est plus que jamais à la mise au diapason, effectivement, de ce qui se passe au Maroc par rapport à ce qui se passe dans le monde. La Cannes va être effectivement cet espace pour démontrer que nous n'avons pas à rougir, effectivement, encore une fois, par rapport à ce qui se passe ailleurs. Ceci dit, il y a quand même des points de vigilance par rapport à cela. Tout d'abord, qu'il n'y ait pas de distorsion ou que le digital ou le cloud au Maroc fonctionne à plusieurs vitesses. Il y a effectivement une vision d'ensemble, Maroc Digital 2030. Pour la 5G, on l'a dit pour la 5G. Alors pour la 5G, pour d'autres aussi sujets, effectivement, au beau milieu du digital au Maroc, il ne faut pas qu'on soit dans ce Maroc à plusieurs vitesses. Vous avez des superstructures qui sont tout à fait orbitées par rapport à cela.
et les entreprises peut-être de taille inférieure soient un petit peu à la traîne, des territoires qui soient dotés effectivement de ces infrastructures et d'autres effectivement qui le sont moins ou qui le sont pas, qu'on n'accompagne pas assez le processus par de la formation, par du upskilling, parce que c'est ça aussi le plus important. Il faut avoir les ressources, c'est bien, avoir de l'infrastructure, c'est bien, mais avoir les ressources humaines pour accompagner le process, c'est encore mieux. Et là, effectivement, tout le travail qui doit se faire au niveau des universités, au niveau des écoles, des centres de recherche. Sujet tout à l'heure. Donc la transition, elle est là. Alors, Ismaël Fahouri, Maroc à 2 vitesses ou à plusieurs vitesses ? Tout à fait. Donc, forcément, dans toute transformation, c'est une transformation de groupe. Donc, il y a plusieurs séquences. Aujourd'hui, il y a surtout un enjeu à pouvoir avoir une gouvernance commune sur cette transformation, donc pouvoir répartir les rôles au sein des différents acteurs de l'écosystème, que ce soit au niveau des services publics, que ce soit au niveau des grandes entreprises, des PME tech. Mais aujourd'hui, on a des acteurs forts qui sont présents pour pouvoir accompagner cette transformation. Le ministère de la Transformation numérique et de la Réforme de l'administration a un plan doté d'un budget. La semaine dernière, on a eu le budget notamment pour l'écosystème startup et donc la digitalisation de cet écosystème. On a eu aussi des sujets forts sur les appels d'offres pour les PME tech. Il y a aussi des acteurs fédérateurs comme l'APBI, comme le ZIM, qui sont 2 acteurs références qui permettent de pousser des politiques publiques, mais aussi d'accompagner les différents acteurs. Vous êtes en train de nous dire que les étoiles sont alignées, les planètes sont alignées là. Oui, alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de volonté, le Maroc est un pays qui est en train de vraiment se lancer sur plein de chantiers. Le chantier du digital est à la hauteur de ses ambitions. Il y a un enjeu par contre de pouvoir synchroniser l'ensemble des actions. Et c'est un sujet qui est assez qui est compliqué pour tout le monde. Oui, alors mais c'est quand même. Mais la volonté y est. C'est rare que vous nous disiez que la gouvernance fonctionne bien. Ah oui. Parce que je peux vous dire qu'ici on parle. Elle semble fonctionner en tout cas. Mais je peux vous dire qu'ici on parle souvent de sujets d'éducation, de santé, etc. Et à chaque fois on cite qu'il y a quand même un problème de gouvernance. Restez ici, on se retrouve juste après le journal de 8h30 de Karim Droné. Et voilà, il y a le selfie qui va bien, qui sera posté sur les réseaux sociaux d'Hicham El Bayed bientôt. Oui, absolument. Ouais. Ça, vous êtes habitué si vous connaissez Hicham, si vous faites partie de ses contacts sur les réseaux sociaux. 8h42, on est ensemble jusqu'à 9h30 avec 2 sujets, plus que 2 sujets, puisqu'il y aura les débats express tout à l'heure à 9h20. Hicham El Bayed, docteur en économie, maître de conférences et consultant, et Ismaël Fahouri, CEO du groupe Agel et de Clever Cloud. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne, parce que c'est un terme dont on parle beaucoup depuis quelques années, sur ce terme de souveraineté. Et si on prend le premier sujet, je le dis pour ceux qui arriveraient maintenant, Cannes 2025, jour J-6, le Maroc sous haute tension numérique. Si on prend ce sujet-là, par exemple de la Cannes, avec tout ce que ça implique derrière, le réseau 5G, tous les systèmes, y compris la diffusion audiovisuelle, la sécurité des données, la cybersécurité, tout ce qui tourne autour de la Cannes. Est-ce que on est évidemment dépendant des technologies, des boîtes étrangères sur tous ces systèmes-là ? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est important quand on organise un événement international d'être aux standards internationaux et donc d'utiliser les meilleurs outils qui sont sur le marché. Okay. En l'occurrence, l'ensemble des outils qui sont utilisés pour la Cannes sont des outils à la fois américains, européens et ainsi de suite. Et des outils aussi marocains, développés par des Marocains, des boîtes marocaines. Et il n'y a aucun sujet là-dessus. Ce qui est important, c'est de pouvoir orchestrer les différents outils. La résilience pour un événement de cette envergure-là, c'est de pouvoir faire en sorte que toutes les interfaces à travers les différents outils fonctionnent. Et la capacité à avoir la réussite de cet événement sur le plan digital, elle n'est pas liée à avoir un système sans faille, mais bien avoir un système pour lequel on sait où sont les potentielles failles et on a des procédures établies pour pouvoir y répondre. Donc avoir des plans en cas un exemple par exemple typiquement pour un outil comme une billetterie, il est important d'avoir une interface qui fonctionne. C'est pas simplement une application, c'est une application qui est liée avec un back-end, donc avec d'autres applications qui vont gérer différents volets, le paiement, qui vont gérer les réservations, qui vont gérer le planning agendaire et ainsi de suite. Et l'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que l'ensemble de ces événements fonctionnent correctement et qu'il y ait plusieurs sujets qui ne viennent pas interférer, notamment les menaces cyber.
pour pas faire tomber l'ensemble de l'infrastructure. Oui, ce qui est arrivé déjà, hein, pas ici, mais... Oui, tout à fait. Et aussi d'avoir une capacité d'auto-scaling, c'est-à-dire qu'on puisse faire en sorte que le passage à l'échelle, en cas de montée de charge, il y a beaucoup de personnes qui se connectent sur l'application, de pouvoir faire en sorte que l'application ne tombe pas. Et là, c'est un enjeu lié à la fois à l'infrastructure, il faut avoir une capacité suffisante, mais ça, c'est pas le fond du problème, mais c'est d'avoir la capacité de redistribuer la charge, de faire en sorte que s'il y a 10 000, 100 000 personnes qui se connectent au même moment, que ce soit pas simplement un serveur qui prenne toute la charge, mais qu'on puisse la redistribuer. Et ça, c'est un enjeu logiciel. Bon, généralement, ça plante, non avec 100 000 personnes d'un seul quand coup. on a un logiciel cloud qui est adapté et quand on a une architecture de l'ensemble de l'application, de l'ensemble du site web, etc., qui est faite correctement, en l'occurrence, ça marche plutôt bien. Oui, est-ce qu'on sera capable d'avoir au Maroc intégré ce type de cloud-là, un jour ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas de présence physique des GAFAM, c'est-à-dire que l'ensemble des grands clouds qu'on connaît, de Google, de Microsoft, ne sont pas présents en physique. Ils sont présents à travers soit des revendeurs, mais c'est souvent, ils n'ont pas de présence data center en Afrique. Par contre, d'autres acteurs comme Clever Cloud, Oracle et ainsi de suite sont présents. Ils sont en train d'investir massivement dans le continent, et en commençant par le Maroc, parce qu'il y a un vrai enjeu, une vraie volonté de digitalisation. Et ces acteurs-là sont en capacité de répondre à un large panel de problématiques liées au cloud. Et il ne faut pas non plus oublier que le Maroc dispose de data centers forts. Là, récemment, il y a plusieurs acteurs comme Marak Data Center, N+1 et Atlas Cloud Services, qui sont les trois principaux privés, en alliance des télécoms également, donc d'Orange, de Maroc Télécom et d'Inouï. C'est quand même un panel qui est assez fourni, qui est l'un des plus grands en Afrique, et qui a la capacité d'accompagner ce move to cloud. Donc il y a à la fois l'infrastructure qui est disponible, et derrière les logiciels cloud qui viennent permettre d'orchestrer, de redistribuer la charge et de faire un vrai cloud marocain. Alors, il y a une autre dimension qui me semble très intéressante dans ce qui va se passer pendant la CAN. Je disais tout à l'heure, ça va être véritablement une chance inouïe pour le Maroc, justement, en termes de upskilling, pour se mettre à niveau par rapport à ce qui se passe de mieux dans le monde. Alors, l'autre dimension dont je souhaite parler, c'est par rapport aussi à tout ce qui est gestion de flux physiques. Là, effectivement, on est resté un petit peu sur la dimension cyber. Donc, tout ce qui est gestion des flux des spectateurs dans les stades, gestion des flux des passagers, par exemple, à la sortie de l'aéroport, gestion du trafic routier, par exemple. Donc, ces dimensions qui posent encore problème chez nous quand on est face à des surfréquentations dans des périodes de haute saison. Donc là, se retrouver avec quelque chose comme 500 000... Même au quotidien. Au quotidien, mais dans des pics, la situation devient, j'allais dire, incendiaire. Parce que dans l'urgence, il faut trouver des solutions. Dans l'urgence, il faut trouver effectivement... On parlait la semaine dernière, je pense, avec Hicham Hamadi, de la synchronisation des feux rouges, par exemple, et de la gestion des embouteillages. Ça existe et c'est très bien régulé dans des grandes villes, par exemple. Et ici, on a des problèmes. Justement, l'idée, effectivement, c'est de faire valoir justement tous les atouts de l'IA, de l'intelligence artificielle, justement par rapport à ces problématiques, que ce soit par rapport à ce que vous disiez à l'instant en termes de gestion des flux de voitures, de véhicules, effectivement, au niveau de nos routes, de nos autoroutes. Là, on parle aux gens qui sont dans leur voiture, qui sont peut-être dans des embouteillages, et qui se disent, mais bon sang, mais pourquoi tous les jours je suis dans le même embouteillage Ismaël. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, il y a même des très belles startups marocaines, de jeunes qui se lancent soit au Technopark, soit à la forge de l'UM6P, et qui ont développé des logiciels très performants pour notamment la gestion, la régularisation des bus, et d'avoir une capacité grâce à l'IA de prédire l'arrivée d'un bus au Maroc. Et c'est des solutions qui sont portées par l'écosystème start-up marocain, qui s'est vu doté d'un budget de 13 milliards de dirhams. Et c'est super, c'est un gros projet. Donc c'était une bonne observation, Hicham. Oui, et je rajouterais juste un autre élément, si vous permettez. C'est par exemple au niveau de la gestion du trafic aérien, par exemple. Prenons juste le cas d'attendre un vol qui va arriver dans 2-3 heures. Comment ça se passe en utilisant effectivement l'intelligence artificielle? Comment utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour éviter que des valises se perdent?
Maintenant, il y a des applications pour ça. Fluidifier le trafic à la sortie de l'aéroport. Aller encore plus dans ces dispositifs, ces plateformes justement de réservation, que ce soit par rapport à ce qu'on raconte sur Booking, Airbnb et j'en passe, ou par rapport à Uber, InDrive, etc. Donc ça, c'est des choses effectivement qui vont relever du quotidien pour lesquelles il faut trouver une solution à l'avance. Donc il faut qu'on anticipe suffisamment. C'est vrai, on est à J-6, les dispositifs doivent déjà être mis en place, il ne faut pas attendre le jour J. Et encore une fois, on est dans un laboratoire, j'allais dire, à ciel ouvert. Donc le moindre couac risque de faire le buzz très rapidement et on n'a pas droit à l'erreur effectivement pendant un événement comme ça. Ismaël Fahouri, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est un enjeu de confiance numérique. Et la confiance numérique, elle vient avec la performance numérique. Ça, c'est un message qui est hyper important. Donc, c'est-à-dire que si un logiciel officiel sort, une application officielle sort, il faut qu'il y ait un enjeu de performance, donc qui est lié à tous les enjeux de cyber, de résilience, etc., pour qu'elle puisse faire foi et qu'on ne soit pas avec des autres applications qui n'ont pas de données fiables, mais qui est performante et donc qui peut prêter à confusion. J'aimerais qu'on parle de cybersécurité, parce que ce type d'événement, on parle de la Cannes, ce type d'événement est toujours propice à des attaques. Est-ce qu'on est armé pour se défendre ? Alors, l'enjeu d'être de la préparation pour un tel événement, elle n'est pas liée au fait qu'il n'y ait pas de faille, mais elle est surtout liée à la manière dont on s'est préparé pour y faire face. Donc, il y a 3 éléments à prendre en compte. À la fois la capacité, est-ce qu'on est en capacité d'absorber l'ensemble des flux, tant numériques que physiques. L'enjeu de l'événement, il n'est pas tout à fait numérique, il est surtout opérationnel en fait. C'est dans la vie quotidienne des participants, des touristes, etc. Oui, dans ce terme de sécurité, c'est la sécurité physique et la cybersécurité. La sécurité physique et la cyber est un pan. Il y a un deuxième volet après la capacité, c'est la capacité de redondance. Est-ce que si on a un problème, que ce soit cyber ou un problème de montée de charge, on est en capacité de rediriger le flux ailleurs, sur un environnement complètement séparé et sécurisé. Et le troisième point qui est hyper important, c'est d'avoir un monitoring, c'est-à-dire une remontée des facteurs clés, des points importants de la donnée qui est fiable, qui est observable, qui est consolidée et qui est actionnable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu une attaque, ce qui arrive partout, est-ce qu'on a en capacité d'avoir une pipeline, un process qui donne une réponse ? Et c'est ça le point important, c'est identifier les risques, et puis après d'avoir des plans actionnables. Et pour ce qui n'est pas actionnable, d'avoir toujours un deuxième ou un troisième plan, une troisième application, une deuxième infrastructure qui permet de répondre à cette attaque. Eh bien écoutez, moi je dis, c'est énorme et ça fait peur. Ça fait partie de ce monde dans lequel nous sommes. Le risque zéro n'existe plus, pas besoin de faire une démonstration intellectuelle pour le prouver. Maintenant, il faut accompagner effectivement cette dimension cybernétique par aussi une dimension physique. Et d'ailleurs, c'est ce que la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, a fait en collaboration avec Interpol, avec la Direction Sécurité et Sûreté de la CAF aussi. L'objectif, c'est d'assurer une présence physique pour faire de la prévention, parce que c'est ça le plus important dans l'histoire, c'est qu'on accompagne justement ces flux physiques de spectateurs, de touristes, de visiteurs, pour désengorger des nœuds qui risquent effectivement de se présenter sur place, et il faut tout de suite effectivement y réagir. Éviter des débordements de masse qui risquent aussi de poser problème en termes de gestion pour les forces de l'ordre. Et après, bien entendu, faire en sorte que l'événement ne soit pas forcément policier. On est dans une fête du foot, il faut rester dans la fête avec effectivement... C'est pour ça qu'on a recruté beaucoup de bénévoles aussi. L'objectif justement, c'est de montrer que... L'objectif de ces stadiers, on a démontré dans d'autres manifestations que c'était mieux de voir des gens avec des gilets orange ou je sais pas ou rouge ou couleur du Maroc. En tout cas pas jaune. Que de voir non pas jaune. Tout en parlant, mon cerveau disait non pas jaune. Plutôt que des policiers. Ça, c'est évident. Et c'est ça l'idée effectivement, c'est que vraiment on reste dans ce narratif justement d'une fête de football que le Maroc organise, et on espère qu'elle sera la meilleure édition dans l'histoire des Cannes de par le passé. J'aimerais qu'on parle de l'IA maintenant, puisque l'IA,
j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait en termes de publicité, de promo pour la canne à la télé, etc. Mais là, l'IA a pris le pas, mais complètement. C'est-à-dire que je pense que si on regardait les mêmes spots il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, on aurait des acteurs, des enfants qui tapent des ballons dans un stade vide. On aurait l'impression qu'on était à l'âge de pierre. Exactement. Mais là, on a des joueurs qui frappent un ballon, mais qui sont même pas là. Donc, et on a beaucoup de monde dans le stade. On a énormément. On a l'IA qui est très présente là-dessus. On a l'IA qui est très présente aussi sur plein de domaines. Et ça rejoint une question qu'on se pose souvent dans les décodeurs. Comment le Maroc peut-il devenir un acteur de l'IA ? Alors, on profite aujourd'hui de la présence d'Ismaël Fahouri pour lui poser la question. Alors, il faut savoir déjà le Maroc... On va déconnecter de la canne. Là, c'est vraiment une discussion, une question plus générale. Ce qui est intéressant, c'est que déjà le Maroc, quand il y a eu les prémices de l'IA générative grand public, a tout de suite été identifié comme l'un des plus grands utilisateurs mondiaux d'IA. Donc on a quand même une population qui est assez jeune, qui est assez connectée et qui saisit assez rapidement les tendances. L'enjeu aujourd'hui, ça va être de savoir si le Maroc peut devenir un bon utilisateur de l'IA. Et en l'occurrence, de par, là ce sera peut-être l'enjeu universitaire qu'on va aborder par la suite, mais de par ce qui sort en termes d'écosystème d'innovation et de recherche, on a des cas d'usage de l'IA qui sont intéressants. Au-delà de l'usage mainstream qu'on peut voir sur les réseaux d'IA générative qui vient faire des vidéos, etc. Ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, ça va peut-être repositionner l'humanité dans le cadre des réseaux sociaux, parce que quand on va avoir un brouhaha d'IA générative au sein des réseaux, le contenu certifié, oui, tout à fait, généré par un être humain va avoir beaucoup plus de valeur. Et donc, on va peut-être repositionner la valeur humaine dans le cadre des réseaux sociaux. Mais pour le Maroc en tant que tel, je pense qu'on a toutes les armes pour pouvoir faire du Maroc un pays qui va pouvoir rattraper un certain retard numérique par l'IA, parce qu'on a une bonne utilisation de l'IA. Mais derrière, il va falloir aussi qu'on ait des capacités infrastructurelles. Et là, récemment, Nvidia a choisi le Maroc comme son premier hub africain pour le déploiement de l'IA. Aujourd'hui, avec Clever Cloud, on annonce des très beaux partenariats avec des boîtes européennes comme Cypearl, SpinCloud, qui sont des producteurs d'IA d'inférence, donc qui vont faire la génération, tout ce qui va être le calcul IA, non pas l'entraînement, ce qui sont deux sujets différents. Et on a vocation à positionner le Maroc comme l'un des premiers hubs en s'installant ici au Maroc. Ah oui, tout à fait. Et alors, puisqu'on a un acteur à cette table, pourquoi le Maroc en fait ? Déjà, le Maroc, aujourd'hui, sur l'Afrique, et même sur le contexte IMENA, le Maroc, c'est l'un des seuls pays avec une stabilité politique et économique vérifiable pluriannuellement, même de manière décennale, avec la vision éclairée de Sa Majesté, qui est reconnue de manière internationale comme un modèle de stabilité économique et politique. Aujourd'hui, quand on a 4% de croissance et qu'on a une stabilité des institutions... en tant qu'entrepreneur, au-delà du fait que je sois marocain, mais de pouvoir convaincre des acteurs internationaux de venir au Maroc, le constat est économiquement clair. Et puis aussi parce que le Maroc, c'est un héritage culturel et historique qui est fort et qui rayonne sur l'Afrique et qui rayonne sur le Moyen-Orient et sur la Méditerranée. Et donc, même à vocation européenne, aujourd'hui, pas mal d'acteurs industriels aussi viennent au Maroc pour pouvoir bénéficier de ces accords de libre-échange avec les États-Unis. Là, peut-être je laisse Hicham de préciser. Non, mais je rajouterais juste un élément par rapport au tableau. Vous avez 45 secondes. Oui, c'est qu'il y a disponibilité de ressources humaines. Nous avons des ingénieurs, effectivement, dans ces métiers-là, dans tout ce qui est cloud computing, dans tout ce qui est développement, IA, etc. Donc, data science. Donc, tout ça, effectivement. On va des étudiants. Non, on les a, ces profils. On les a, ces profils. On vise, effectivement, à faire du upskilling, justement, pour augmenter davantage, former mieux, former plus, justement, par rapport à cette population. Mais c'est tous ces atouts-là qui font que le Maroc arrive tout de suite dans le subliminal des investisseurs. Il y a de la stabilité, il y a de l'infrastructure, il y a une volonté d'aller de l'avant, il y a une vision par rapport à ce qu'on disait sur Maroc Digital 2030. Bien entendu, tout ça peut laisser place effectivement à un tableau rose sur toute la ligne, mais il y a forcément des points de vigilance aussi, des points de douleur. Moi, c'est pas ça, parce qu'on a tous connu depuis longtemps des gens qui... On organise des colloques, on était des grands organisateurs de colloques pour les visions, etc., etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des gens qui travaillent derrière.
C'est ça le Et plus il y a des important. entreprises qui s'installent, il y a des gens qui travaillent et qui viennent en parler, et c'est très bien. On a dépassé le stade de l'événementiel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et on se retrouve juste après les infos avec Mourad Baba. Deuxième partie des décodeurs, c'est jusqu'à 9h30. Mes décodeurs du jour, Hicham El Bayed et Ismaël Faouri. Alors, deuxième sujet, le titre. Alors, le titre a été composé en collaboration avec Hicham El Bayed hier après-midi, on va dire. Diplôme en inflation, emploi en pénurie, l'IA qui arrive. À quoi sert encore l'université? Ouais. C'est un fort, c'est provocateur. un peu violent, hein. Ouais. Donc, bon, inutile de faire une introduction. Je crois qu'on a bien compris en fait quel était le sujet. Alors, on va reprendre cette image de tout à l'heure. De plus en plus d'étudiants dans les universités, et de l'autre côté du tuyau, toujours autant de difficultés pour les entreprises pour recruter. Donc, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux façons de faire. Soit les entreprises doivent revoir la copie en termes de profil, ce qui est impossible. Donc cette solution, ça a écarté... Donc ça veut dire que l'université, bon, on ne va pas généraliser, mais qu'il y a une difficulté que l'on remarque à ne pas former des bons profils pour les entreprises? Oui, il y a un déficit d'adaptation par rapport à ce qui est demandé sur le marché de travail. Ce qui est demandé sur le marché de travail se fait de façon dynamique. Ça veut dire vous avez des formations qui ont été pensées, conçues en termes de curricula, en termes de pédagogie, en termes de didactique, qui ont fait leur ton. Donc maintenant, il s'agit d'être dans cette dynamique, de savoir que, au fur et à mesure que les besoins au niveau des entreprises évoluent, il faut que les formations évoluent, il faut que les universités évoluent. Un certain Alexandre Laurent, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand spécialiste de l'IA. À la base, c'est un médecin, c'est un cardiologue, il me semble. Il a sorti plusieurs ouvrages sur l'IA. Il y a quelques années, il a même sorti un ouvrage, un best-seller, La mort de la mort, pour parler de l'IA en matière, effectivement, de médecine et la capacité, effectivement, prédictive. Il m'a un peu énervé sur l'IA, mais bon. Oui. Sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, dernièrement, il a sorti un autre ouvrage, à 4 mains, qu'il a intitulé « Ne faites plus d'études ». D'accord. Alors là, il est vraiment dans la provocation. Ne faites plus d'études. Ne faites plus d'études. Ça veut dire effectivement dans ce qu'il a appelé les facs poubelles, des formations poubelles, disons qui servent pas grand chose. Au moment où vous avez des chats GPT, vous avez des IA agentiques, pour prendre l'expression, qui sont capables maintenant de préparer des cours, de faire des diaporamas, de vous faire une synthèse d'ouvrages en quelques secondes, mieux que le feraient plusieurs chercheurs à la fois. Donc ça suppose effectivement qu'on fasse aussi la mue nécessaire justement pour pouvoir métamorphoser ce que nous faisons, au moins l'aligner sur une démarche de transformation transitoire pour qu'on passe à autre chose. Ce qui ne se fait pas effectivement au niveau de nos universités. Vous êtes prof. Vous avez quoi? Donc devant vous, vous avez combien de génies là maintenant grâce à l'IA? Combien de génies? Ben oui, parce que je suppose qu'une analyse économique, par exemple, en utilisant telle ou telle modèle, doctrine, etc., ça peut se faire en 15 secondes. C'est ce que je disais à l'instant. Donc ça. en termes de production scientifique, en termes de production pédagogique, l'IA maintenant est devenue ce game changer qui est capable de métamorphoser nos pédagogie, notre façon de faire, et nos étudiants, ils sont déjà conscients de cela, ils utilisent l'IA. Maintenant, est-ce que dans la programmation, effectivement, au niveau des cursus, on a intégré l'IA dans justement cette production pédagogique? On l'a pas encore fait. On a greffé des formations, des masters, etc. sur l'IA, mais on n'a pas encore pris le soin d'intégrer de façon viscérale, justement, cette IA pour dire que c'est en train de composer avec le professeur. Il faut plus qu'on considère que le professeur, il est le seul producteur et détenteur du savoir, effectivement, dans cet exercice pédagogique. Ismaël. Alors, je pense qu'il y a là encore, il y a deux sujets. Le premier, c'est que
pour l'IA, c'est très intéressant. C'est un game changer sur la capacité à aller vite. L'IA ne va pas remplacer des métiers, il va surtout effacer des tâches. Donc, on va réduire la charge de travail des employés, la charge administrative, la charge productive des employés, mais par contre, on va augmenter la charge intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu des universités, ça va être plutôt de se focaliser sur la lisibilité du raisonnement IA. Et l'IA va faire le travail, hein, c'est une faculté de synthèse, c'est une énorme faculté de production rapide d'informations, mais par contre, gestion de la complexité, c'est pas encore ça. Il faut pas oublier qu'il y a une vraie valeur cognitive à la pédagogie du professeur. C'est-à-dire qu'avoir un être humain qui nous explique les choses, ça a quand même une valeur d'apprentissage qui est supérieure à un échange par écrit avec un outil informatique. C'est beaucoup plus impersonnel et on sait que la valeur de l'apprentissage se fait aussi par la relation professorale. Donc il y a un enjeu aussi par exemple pour le domaine que je connais, qui est celui du développement informatique, de former les étudiants informatiques à pouvoir utiliser l'IA pour réduire les tâches à faible valeur ajoutée, pour recoder des blocs et des blocs de code qui sont facilement générables par Claude, par Codex, etc. Il n'y a pas d'enjeu. Par contre, de comprendre pourquoi ce code est plus optimisé qu'un autre et pourquoi il va mieux fonctionner et pourquoi l'interface elle est plus intéressante et pourquoi la lisibilité du raisonnement IA et sa compréhension est essentielle à intégrer dans le parcours. Et il ne faut pas non plus, en tout cas je pense, donner honte aux étudiants d'utiliser l'IA. Par contre, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans une certaine paresse intellectuelle de tout faire par l'IA. Donc je pense que les grilles de notation doivent plutôt... Alors l'IA, effectivement, pour abonder dans ce que disait Ismaël, c'est une façon aussi de se décharger de ces tâches chronophages, d'être encore plus productif, on va dire, en termes de création scientifique, en termes de réflexion, en termes de critique. Ça, c'est des choses, effectivement, qu'un scientifique, qu'un professeur, effectivement, qu'un chercheur, il est censé produire et l'IA peut l'aider, effectivement, dans ce sens-là. Mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas qu'on se focalise, lorsqu'on parle de l'université marocaine, sur cet aspect IA. Elle est là, l'IA, c'est clair, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, mais c'est pas là, véritablement, le vrai problème de l'université marocaine. Le problème de l'université marocaine, et pour rester par rapport à la question de départ, pourquoi les entreprises n'arrivent pas à dénicher justement ces talents qui sont adaptés par rapport à leurs besoins. Parce qu'à la base, il y a un problème, on va dire, effectivement, de cursus qui sont plus adaptés, parce qu'on forme encore dans des métiers qui vont disparaître avec l'IA, parce qu'on n'a pas encore pris le soin d'anticiper sur des formations qui vont nécessairement se devoir d'être là par rapport, effectivement, à l'évolution de l'IA. Et puis aussi, il faut savoir, au Maroc, plus vous évoluez dans le cursus, plus vous êtes diplômé, plus vous avez une chance de tomber au chômage. La population des diplômés, 37% ils sont au chômage, d'après les statistiques. Alors n'oublions pas effectivement l'histoire. Il faut quoi ? Il faut une collaboration plus étroite, par exemple, entre les entreprises et les universités ? C'est clair, c'est indispensable. Vous ne pouvez plus travailler tout seul, que ce soit les entreprises toutes seules ou les universités toutes seules. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Travailler ensemble, c'est déjà accepter de ravaler sa dignité tout d'abord, hein, parce que assez souvent, c'est une guerre d'ego entre les universitaires d'une part et les professionnels d'autre part. Ça, je vous livre mes 25 ans d'expérience et de vécu dans des postes de responsabilité, dans des postes de direction où j'ai croisé des professionnels, où j'ai été en contact et je suis encore avec des universitaires. Assez souvent, c'est des histoires d'ego. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est effectivement d'accepter de co-construire. Co-construire, ça veut dire, lorsqu'on va lancer une formation, lorsqu'on va lancer un cursus, il faut qu'on se mette ensemble pour réfléchir sur comment faire. Qu'est-ce qu'on va intégrer dans ce poste ? Qu'est-ce qui est demandé sur le marché ? Parce que c'est fini l'époque où on va dire l'université, c'est un lieu de savoir, c'est un havre de connaissances, et ça s'arrête là. Non. Ça, c'est du passé. Maintenant, il faut qu'on forme par rapport à des besoins actuels ou des besoins futurs. Faire du savoir juste une finalité en soi, c'est révolu. Alors, troisième condition, il me semble, c'est qu'on soit aussi dans de nouvelles démarches. Par exemple, l'apprentissage en alternance. Ça, c'est une modalité qui est
fondamentale et qui est très intéressante. Bon, L'exemple allemand en Allemagne, par exemple, c'est une réussite effectivement que personne ne peut contester. Bon, c'est une volonté du ministre. C'est une volonté du ministère, hein, pour ne pas personnaliser effectivement les choses. Donc disons que c'est déjà en place au niveau du ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise et des compétences. Donc on a lancé effectivement ce processus. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, il y a aussi une initiative qui a été lancée dans ce sens-là. Donc il y a une ébauche, on va dire, de prise de conscience effectivement de la nécessité de bouger autrement. Et l'autre aspect qui me semble encore fondamental par rapport à la recherche appliquée. On a encore un gros problème. On se dit à Rabat, au ministère, que le problème il est financier. C'est une question d'argent, ce qui n'est pas faux, hein. Moins de 1% du PIB au Maroc, il est consacré à la recherche. Ce qui est, j'allais dire, insolent, hein. Pour un pays qui prétend de l'émergence, pour un pays qui veut se lancer dans le cloud, dans le digital, dans des métiers d'avenir, 1% de recherche, de budget pour la recherche scientifique, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc l'idée, c'est de lancer effectivement la recherche autrement, mais la recherche appliquée. Fini les thèses de doctorat qui servent pas à grand-chose, qui finissent dans des tiroirs. On se retrouve juste après ça. Suite des décodeurs, 9h20 dans quelques instants, les débats express. Ismaël Fahouri, vous voulez rajouter quelque chose à ce que vient de dire Hicham El Bayed ? Tout à fait. Pour être moi-même dirigeant d'entreprise, je souscris tout à fait à la volonté, à cette dynamique en tout cas qu'il y a sur le Maroc sur l'apprentissage, et je pense même qu'elle est plurielle. L'apprentissage, c'est bien, il faut doter d'un budget pour pouvoir favoriser la facilitation pour les entreprises de recruter ces jeunes talents, de pouvoir avoir des immersions d'entreprise longues pour vraiment prendre les codes et ne pas juste rester sur une phase d'observation, pouvoir mettre la main à la pâte sur des sujets parfois très simples, hein. Il y a énormément de tâches qui sont pas forcément très complexes, qui sont abordables pour des étudiants même de première année, mais qui leur donnent les codes du monde de l'entreprise. C'est hyper important d'avoir un formalisme professionnel, et c'est ça, je pense, qui manque encore sur la population, en tout cas des jeunes qu'on voit dans nos entreprises. Il y a un second sujet, c'est de pouvoir diversifier la vision de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pas simplement une période en entreprise, une période en université, mais c'est peut-être aussi valoriser le job étudiant, quel qu'il soit. Typiquement, je sais qu'en France, il y a, pour la région Pays de la Loire, une dotation complémentaire sur les bourses des étudiants qui ont un job à côté. Il y a 100 € en plus par mois si vous avez un job étudiant qui soit alimentaire ou qui soit freelance, développeur informatique ou que sais-je. Donc il y a cet enjeu-là de pouvoir avoir une visibilité plus large du spectre de la formation, du job à côté des études, de professionnaliser les jeunes et aussi de pouvoir leur donner les moyens d'avoir des projets à la fois entrepreneuriaux, parce qu'en fait, quand on est un jeune qui est dans l'ingénierie, dans le technicien ou autre, si on travaille sur des projets qui nous sont propres, on a plus d'appétence à s'approfondir, à s'engager dessus. Et si c'est en lien avec une entreprise, c'est encore mieux. Comme ça, on a ce lien, ce pont multisectoriel, pluridisciplinaire, qui permet de comprendre mieux l'écosystème dans lequel on évolue, et on ne reste pas sur une spécialité qui nous est propre et qui nous coupe de la réalité de nos collègues. Et ce qui fait que ça crée une synergie, là on parlait tout à l'heure de gouvernance, d'orchestration. Si on se sent élément d'un tout et pas simplement élément cloisonné, il y a une meilleure productivité, il y a une meilleure compréhension, il y a un meilleur dialogue interdisciplinaire au sein des entreprises. Oui, puis c'est un pont vers l'emploi, le vrai après. Oui. Oui. Un dernier élément, si tu permets, oui. Franck, c'est par rapport justement à la nécessité de redorer le blason de l'université. Alors, je vous avance un chiffre. Entre 45 et 55% des étudiants quittent l'université sans boucler la deuxième année. Alors, ramener ça par rapport aux 280 000 élèves qui quittent aussi l'enseignement secondaire, on se retrouve dans les 1,5 million en parlant des NEET, entre 15 et 24 ans, et des 4,3 millions lorsqu'on parle. Ce chiffre qui nous fait mal. Oui, effectivement, qui sont ni dans l'école, ni dans l'apprentissage, ni dans l'entreprise. Ouais. Alors, deuxième aspect, justement, par rapport à cette histoire de redorer le blason, c'est qu'au niveau des universités, il faut même ceux qui sont à la tête des universités comprennent que c'est pas uniquement une vocation scolaire, entre guillemets, effectivement, qu'à l'université. Il faut faire vivre l'université. Il faut que ça donne envie. Et c'est là le deuxième problème au niveau des universités, c'est que nous sommes dans ce qu'on appelle le burn-out and the brown-out. Burn-out, c'est que les étudiants s'ennuient dans nos universités.
faut qu'on crée une ambiance qui donne envie, qui leur donne envie de retourner un lundi matin à l'université après une semaine. Rajouter des baby-foot. Oui, pourquoi pas. Voilà, surtout aussi une ambiance qui donne envie effectivement de retourner et de sentir que véritablement l'université c'est un lieu d'apprentissage, mais c'est aussi un lieu d'accomplissement et d'élévation de sa personnalité. Il y a cette idée de campus qui est tellement absolument dans d'autres pays, fait, avec un budget dédié à la vie associative. Exactement. Et donc le burn out and the brown out. Brown out, c'est la perte de sens. Beaucoup d'étudiants, parce qu'on leur a dit l'université c'est le choix de ceux qui n'ont pas le choix. Et donc là, il s'agit effectivement de redorer le blason pour aller vers un avenir meilleur. Bon, écoutez, on en reparlera. C'était très intéressant comme débat, puisqu'il est 9h24 et on est très en retard pour les débats express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Alors, du coup, il faut que je choisisse. Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire Nexperia ? Alors Nexperia, c'est un fabricant de semi-conducteurs basé à Nijmegen aux Pays-Bas, mais contrôlé par le groupe chinois Wingtech Technology depuis 2019. En septembre dernier, le gouvernement néerlandais a décidé d'intervenir dans la gouvernance de Nexperia en invoquant une loi d'urgence rare, invoquée pour protéger la sécurité économique et technologique européenne. Cette mesure visait à empêcher que des décisions internes ne menacent la continuité de la production de puces en Europe ou le transfert de savoir-faire stratégique vers la Chine. La Chine a vivement réagi à cette intervention, qualifiant l'action des Pays-Bas d'interférence administrative injustifiée et plus de puces. Voilà. Donc, c'est pas une première. Alors non, mais c'est pas une première. Mais là, ça dure encore. La crise dure encore. Et il y a quelques jours, la Chine demande aux dirigeants de Nexperia de venir discuter. Quoi. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas une première, parce que Donald Trump avait interdit à Nvidia de vendre les puces électroniques aux Chinois. Et c'est que récemment, effectivement, il a autorisé la vente de ces puces, mais d'ancienne génération, pas de la nouvelle génération, parce que c'est la base de l'IA. Ouais, vous allez m'expliquer pourquoi Nvidia fait fabriquer une partie de ses puces par une société de Taïwan, etc., etc. Enfin, je veux dire, là, on joue un peu avec le feu, quand même. C'est ça la compétition mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il faut comprendre que le terme de souveraineté, c'est pas simplement capter la donnée territorialement, mais c'est aussi la maîtrise de la chaîne de valeur et de la chaîne des compétences et des savoir-faire. Et ce qui est montré de manière flagrante à travers cet exemple, c'est que l'Europe, malgré ses législations qui sont les plus avancées au niveau mondial, l'exécution de ces lois est impossible structurellement. Il y a un problème structurel. Et pour revenir au Maroc, ce qui est très intéressant et ce qui est très judicieux dans la charte de l'investissement, c'est de coupler l'installation et l'investissement étranger à une gouvernance marocaine, à un transfert de compétences et à une infrastructure locale. Et ça, c'est très smart de l'avoir fait aux prémices de la transformation du pays. Ce que je disais, la guerre maintenant au niveau de l'IA, c'est au niveau de la production des puces. Mistral a réussi à avoir une espèce de levée de fonds de la part d'un grand constructeur européen. Je ne sais pas si c'est... Mistral s'installe en Suisse, attention. Et là, les Français sont en train de courir derrière parce que Mistral a décidé qu'il s'installait en Suisse. Donc, attendez, j'ai une dernière chose. Startgate, l'incubateur de l'UM6P qui arrive à Rabat. Ça s'est passé fin de semaine, c'était jeudi, l'inauguration du campus. Après 5 années à Ben Guerir, Startgate, filiale donc de l'université Mohamed VI Polytechnique, est maintenant à Rabat. Il faut dire que, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, 1600 startups depuis la création en 2020 de Startgate ont été aidées par le dispositif. Donc là, c'est bien, on dit bravo. Quoi. Ah oui, complètement. Voilà, c'est le montre du génie dont a fait preuve Monsieur Talab dans l'organisation même de l'OCP, de par à la fois la vision de, là encore, récupérer la main sur la chaîne de valeur, donc ce qui a permis la rentabilité du groupe, et derrière de réinvestir dans des projets d'innovation avec une méthodologie un peu à l'américaine de mise en concurrence des différentes initiatives et de faire pousser des écosystèmes d'innovation. Alors j'étais sur place moi à Startgate à l'UM6P et je peux attester effectivement du travail. Ouais, à Ben Guerir, oui, on a eu une bonne discussion avec la directrice justement de Startgate sur place. C'est un bon incubateur effectivement de ces jeunes pousses, de ces startups, et le fait de voir effectivement que ça a été délocalisé ou effectivement dupliqué à Rabat, c'est aussi une façon de se rapprocher aussi de l'intelligentsia, parce que ça aussi
peut-être un dernier élément, c'est que plus on élargit sur le territoire, plus il y a possibilité effectivement d'éviter à ce qu'on fonctionne encore à plusieurs vitesses. Et pourquoi pas des startups e-gov? Oui, exactement. Voilà. Merci messieurs, merci Chamel Bayed, merci Ismaël Fahouri. Merci à vous. À bientôt dans les décodeurs. Il est 9h29. Dans quelques instants, les informations avec Karim Droné. Cette capsule vous est présentée par Narsa.